Demande voix, Philippe. Voilà, ça a l'air Incroyable. de démarrer. Hop. Je pense qu'on peut y aller. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des éclairages de l'IA organisé par Minalogic en partenariat avec l'Institut MIAI. Donc, je suis Philippe Viexorek, je m'occupe de recherche de financement public au sein de Minalogic et puis également des thématiques IA. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Attier de Géodésic et Lucas Naxa de Néovision pour nous parler d'utilisation ou d'usage de l'IA dans la santé et de voir un peu au travers de leur témoignage les spécificités de l'utilisation de l'IA sur ce vertical. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Une fois n'est pas coutume, Arnaud va parler en premier et on prendra les questions pour Arnaud, puis on donnera la parole à Lucas et les questions pour Lucas. Donc on part sur 2 présentations d'une demi-heure, enfin plus questions-réponses évidemment. Et donc on devrait finir à 14 h comme promis. Arnaud, si tu veux partager ton écran et puis prendre la parole. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Attier. J'étais neuroradiologue au CHU de Grenoble jusqu'en 2023. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran là. J'ai créé une start-up avec Félix Renard, qui est notre directeur scientifique, un cancérologue et un biologiste qui s'appelle Géodésic. Ça a été créé 2 ans avant que je me mette en disponibilité du CHU en 2021. Je suis directeur général et directeur médical dans l'organigramme, ce qui a son importance pour le développement des logiciels d'IA et pour notre système de management de la qualité. On sera 18 salariés en fin d'année. Notre business model, c'est de faire des logiciels d'intelligence artificielle sur demande. Juste Arnaud, Oui. c'est pas en plein écran, je crois. Ah bon? Là? Ouais, là, c'est mieux. Ok, super, tu fais bien de me le dire. Par contre, notre modèle économique, c'est de faire des logiciels d'IA sur mesure, soit pour les industriels de la santé qui vont l'intégrer dans leurs propres dispositifs médicaux, soit pour nos actionnaires. Donc, on a finalisé hier une série A avec 2 réseaux de médecins indépendants de 5 millions. Et donc, on leur fait des logiciels pour eux qui vont distribuer aux patients ou pour nos clients industriels de la santé. Donc Philippe Emmanuel m'ont demandé d'intervenir pas trop sur le volet technique qui sera géré après par Lucas, mais plutôt sur le volet besoin industriel, besoin du marché de la santé, et puis comment les deux essayent de matcher maladroitement. Donc je vais m'en tenir à cette partie-là. Donc il y aura peut-être des notions de réglementaire dont vous n'êtes pas très familier, mais c'est quand même important que vous le compreniez parce que nous, ça nous impacte tous les jours finalement dans une industrie. Donc la première notion, c'est que plus de 90% des dispositifs médicaux, en tout cas des nouveaux, sont classés en ce qu'on appelle aide à la décision clinique. C'est un grand fourre-tout, un problème que n'ont pas les Américains parce qu'ils vont par exemple distinguer le triage sur des examens d'imagerie, de biologie, etc., du diagnostic. Ça n'existe pas en Europe. On met tout dans un truc qui s'appelle aide au diagnostic. Il y a encore quelques dispositifs de classe 1, mais de moins en moins. Et il commence à y avoir de la classe 3. Classe 3, c'est du diagnostic autonome. Donc, on n'a plus besoin de la signature du médecin. Et par exemple, il y a un classe 3 qui fait du diagnostic autonome de mélanome. Vous prenez une photo de votre grain de beauté, on vous dit si c'est un mélanome, et si c'est un mélanome, on a posé le diagnostic. Vous m'interrompez si besoin. Il y a très peu de logiciels compagnons encore qui ont des marquages. Pourquoi il y en a très peu? D'abord, c'est quand même souvent assez compliqué d'aller faire des logiciels qui vont analyser des données pour dire quel traitement il faut donner. En Europe, cette catégorie n'est individualisée que pour ce qu'on appelle l'IVDR, c'est-à-dire les dispositifs in vitro, et pas pour les dispositifs qui font du logiciel, par exemple en imagerie médicale, ce qui est différent pour la FDA. Pour le panorama global, ça me paraît important de vous rappeler que les boîtes de santé gagnent quasiment pas d'argent. C'est-à-dire même les plus grosses, genre Doctolib ou Hawking, qui est une licorne, Sanofi a mis 150 millions dedans, ils sont franco-américains, il n'y en a aucune qui est rentable. Les plus grosses boîtes de radio en France, je pense à Glimmer qui a racheté Pixel il n'y a pas longtemps, elles font 20 millions d'ARR, donc de rentabilité annuelle, etc. Et malgré ça, elles ont tellement de dépenses qu'elles ont du mal à atteindre la rentabilité. Donc, c'est quand même des modèles économiques qui ne sont pas sereins et qui ne sont pas fiables sur le long terme. On a un objectif de rentabilité assez rapide en 2027 qui est hyper ambitieux. On va voir si on peut le tenir derrière. Mais bon, le modèle global n'est pas sain et pas beaucoup plus sain que celui des hostos qui sont en limite de faillite en ce moment. Tel point que mes collègues de l'hôpital, on m'a dit qu'on leur avait dit qu'ils avaient la chance d'avoir leur salaire à la fin du mois.
Donc le problème, c'est que dans un système de santé qui est en crise, eh ben, en fait, quasiment tous les industriels ont choisi de développer des logiciels qui augmentent la productivité des médecins. Parce que derrière, pour aller les acheter, pour que le système de santé les achète, et notamment les médecins et les hôpitaux, il faut qu'ils aient un ROI, c'est-à-dire qu'ils gagnent des sous avec ça, alors que les besoins sont, en tout cas dans mon opinion, largement sur mieux soigner les patients, mieux diagnostiquer les maladies ou mieux soigner la population. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique là-dessus. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, l'IA n'a pas rencontré son public. Donc, il y a un rapport que j'aime bien, qui est une boîte lyonnaise qui s'appelle Yole, qui est d'autant plus marrant à regarder parce qu'il a été pondu en 2019. Toutes les boîtes de santé l'ont acheté à cette époque-là. Et en fait, il racontait n'importe quoi sur ce qui s'est passé de 2019 à 2025. Mais ça montre bien un petit peu les problèmes qu'ont eu les boîtes d'IA pour être acceptées sur le marché de la santé. C'est ce qui était estimé, c'est qu'en 2019, qui correspond au Today, à cet endroit-là, il y avait essentiellement des logiciels de screening, donc on fait du tri de radio, de mammo, de prise de sang, etc. Et qu'à partir de 2021, il y aurait du diagnostic et 2025, on va dire, de la planification thérapeutique. En fait, ça n'est jamais arrivé. Si on en croit le rapport, on est toujours bloqué en 2019. Et ça non plus, ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient prévu, c'est que l'essentiel des logiciels de screening allait rapporter, on va dire, la majorité de l'enveloppe financière. On aurait un peu de diagnostic derrière et de la reconstruction d'image, de la réduction de bruit. Et si on faisait le même graphe aujourd'hui, ça c'était un graphe qui était estimé, en fait, ce serait la même chose en plus gros. Le seul truc qui a vraiment changé, c'est ces deux parties-là. Quasiment tous les constructeurs, en tout cas dans mon domaine, l'imagerie médicale, ont intégré du deep learning à la reconstruction. Et les radiologues en sont contents. Moi, j'étais relativement sceptique sur le fait que le lissage des images n'allait pas nous cacher des maladies. Et pour l'instant, il n'y a pas eu encore de gros scandales sanitaires. Et donc, pour rester sur la radiologie, on a 90% des boîtes qui font du traitement d'image. Et j'insiste sur la notion de traitement d'image. Donc, souvent, c'est des réseaux de neurones convolutifs avec de l'apprentissage supervisé, donc quelque chose qui a 10 ans de retard sur l'IA actuelle par rapport à ce qu'on est capable de faire. Mais c'est parce qu'elles sont dans une optique de productivité. On va détecter des embolies pulmonaires, des ruptures des ligaments croisés, des fractures, des choses comme ça. Avec l'objectif que les radiologues mettent leur signature plus facilement sur les comptes rendus, d'ailleurs des fois sans voir les radios, et quelque part voient plus de patients, puissent plus facturer à la fin. Et on n'est pas du tout dans du diagnostic de maladies chroniques. Ce qu'on screen, c'est des signes radiologiques, et ce n'est pas des maladies, et la nuance, elle est très importante. Et maintenant, on a une overdose de boîtes en LLM. Alors, ils font tous pareil. Ça, c'est Ala Genoudé, qui est une copine, une radiologue qui a fondé une boîte qui s'appelle Mata Medical. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la production de compte rendu avec des ChatGPT, des Biomistral, qu'ils ont tuné, pas en les réentraînant, mais en documentant une base de PDF, de compte rendu de radiologues. Souvent, ils ont été plugués sur des packs pour avoir des bases documentaires. Et ils ont benchmarké les solutions, ils ont industrialisé, ils vendent ça aux radiologues sans marquage. Le problème, c'est que ça va pas durer longtemps parce que les autorités régulatrices se sont emparées du sujet des LLM. Il y a quasiment une boîte qui se crée tous les 2 mois sur le sujet de LLM, tout en repartant de modèles qui sont préentraînés. Quand même, ça hallucine. Effectivement, dans 90% des cas, ça marche bien, mais dans 10%, ça raconte n'importe quoi. J'ai remis le coût de l'entraînement, mais bon, une fois que c'est industrialisé, c'est moins important. Mais vous le connaissez tous, certainement, le coût de l'entraînement. Et le tout dernier truc qui est à la mode, dont Lucas parlera peut-être, c'est les IA agentiques. C'est en gros des IA qui vont nous faire plusieurs tâches successives. J'en discutais avec un collègue cancérologue hier soir. Ils sont en train de tester un agent IA qui appelle automatiquement les patients pour leur rappeler qu'ils ont rendez-vous le lendemain matin, voire pour derrière leur prendre leur rendez-vous avec le radiologue et appeler le service de radiologie. Pour vous donner le genre de truc dont est friand le système de santé en ce moment. Ça, c'est mes collègues belges de radiologues qui, eux, ont un agent IA qui vulgarise pour les patients les comptes rendus de radiologie et qui leur envoie, etc. Et donc, toutes ces boîtes qui sont fondées sur des LLM, déjà, c'est un domaine qui est très, très concurrentiel. Il y a des gros acteurs qui se sont emparés de ça. Probablement que ce qui fera la différence dans les années à venir, c'est le fait qu'il y ait des marquages CE, des marquages FDA. Il y a enfin une première boîte qui a eu un marquage CE il n'y a pas très, très longtemps, mais c'est vraiment tout récent. Donc, pour revenir sur ce modèle économique de productivité, en fait, il a 2 facettes. Soit on va voir les médecins libéraux et on leur dit vous verrez plus de patients, vous gagnerez plus d'argent. Soit on va voir les CHU et on leur dit vous serez moins attaqués par les patients.
C'est-à-dire que nous, quand ils venaient ici à la DRCI, la DSI à Grenoble, ils leur disaient, regardez, on peut réduire le coût des erreurs médicales, on pourra vous opposer bientôt le fait de ne pas avoir utilisé d'IA parce qu'elles ont des bonnes performances pour détecter de la fracture. Et c'est comme ça souvent qu'ils arrivent à rentrer dans les CHU. Et ils rentrent avec des distries, ils rentrent par exemple avec des boîtes comme Incepto ou ça s'appelle le Blackford, qui ont déjà fait le pont avec les DSI. Ils sont rentrés dans l'hôpital avec quelque chose qui va détecter les fractures. Et après, ils essayent de vendre d'autres algos qui sont moins utiles, mais ils ont déjà fait le pont au niveau de la cybersécurité. Donc, c'est des gens qui sont vraiment très, très étendus sur le marché. Le deuxième business model qui est l'autre pour nos dispositifs médicaux, pour les actionnaires, c'est la vente aux patients. Il n'y a plus du tout de sous sur le système de santé. Les thérapies géniques, les immunothérapies, ça coûte une fortune et personne ne peut assumer ce coût-là. Donc, de toute façon, le coût il va être de plus en plus répercuté sur les patients. Ça, je trouve que c'était quelque chose de plus pertinent au niveau des coûts, en tout cas de ce qui était prévu comme coût de vente pour les patients en fonction du service rendu. Vous voyez, de 1 à 15 $ pour le screening pour les patients, donc c'est américain évidemment, et ça, il y a eu de l'inflation depuis. Mais l'idée, elle est là, il y a de plus en plus de boîtes d'IA qui répercutent le coût sur le patient, même pour faire du screening pour la microcalcification. Dès qu'on est sur du diagnostic, donc là, on serait plutôt en classe 3, on monte dans la chaîne de valeur, et je dois recevoir ce traitement. Ça peut vous paraître cher, 70 $ à 100 $, mais bon, si c'est pour avoir une thérapie dangereuse, même si elle marche bien, dont on va se rendre compte qu'au bout de 6 mois, elle était dangereuse, mais elle ne marchait pas, ça peut quand même valoir le coup pour des patients ou des assureurs privés de s'emparer de ce type de modèle économique. Le problème des assureurs privés, c'est qu'ils pourraient avoir tendance, s'ils ont accès à ce genre de données, à répercuter le coût des mutuelles en fonction des données de santé du patient. En France, on est un peu protégé par ces choses-là, mais aux États-Unis, il y a pas mal de scandales sanitaires là-dessus. Les dispositifs de l'État, celui qui est très à la mode, c'est Pécan. C'est uniquement pour les thérapies numériques. Vous êtes autiste, vous êtes schizophrène, utilisez cette appli-là parce que ça va vous permettre quelque part d'aller mieux. On a en France ce dispositif qui marche relativement bien pour les startups qui sont sur la thérapie numérique avec le problème d'un appel d'air, c'est-à-dire qu'il y a des startups qui n'avaient pas pensé à faire ça et qui développent des logiciels de thérapie numérique uniquement pour pouvoir bénéficier du Pécan. Ce qui est pas mal aussi sur le système français par rapport au système allemand, c'est qu'ils ont quand même un gros regard sur les publications scientifiques. Ils ont des comités d'experts qui, en gros, font un PubMed pour regarder, en dehors des dossiers réglementaires ou des white papers, qu'est-ce qu'a fait leur preuve. Les Allemands, ils remboursent tout le monde, puis ils regardent 1 ou 2 ans après si finalement ça marchait bien. L'autre problème, c'est que globalement, on n'a pas toujours le temps d'attendre d'avoir un remboursement avant de se mettre sur le marché parce qu'on a des investisseurs, on est un petit peu moins handicapés de notre côté parce que c'est des médecins et qu'en gros, ils n'attendent pas un retour sur investissement dans 2-3 ans, mais la plupart des boîtes, c'est des VC. Donc en gros, ils vont forcer pour être le plus rentable possible, derrière pouvoir vendre des choses. Ça, c'est juste pour vous rappeler combien ça nous a coûté, nous, le marquage CE, notre logiciel sur les AMR, donc 150 000 €. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on industrialise un dispositif médical, ça coûte quand même assez cher à produire et que c'est quasiment impossible de faire de la croissance organique dans le DM. Quand on fait de l'IT ou une société de service, ça peut s'entendre. Quand on marque nous-mêmes des dispositifs médicaux, sans lever de fonds, c'est quand même compliqué. À moins d'avoir beaucoup de sous de côté au moment de créer la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de notre côté? C'est ce que je vous ai dit, on a un modèle B2B, dont on fait de l'IA sur mesure. On fait payer la coproduction, donc ça, c'est plutôt un mode service. On fait payer en fonction de la difficulté d'appliquer nos méthodes d'IA qu'on a brevetées aux données du patient, donc c'est pas aux données de l'industriel. C'est pas du tout pareil quand tu as un Siemens qui vient nous voir, un Zoetis, un Abbott, un Roche, etc. Parce que les données d'entrée sont très différentes. Si c'est de la spectro, si c'est de la prise de sang, si c'est de l'imagerie, il y a des logiciels qu'on va produire en 2 mois et d'autres qu'on va produire en 6 mois. Derrière, souvent, quand ils vont au marquage, on leur fournit la réglementation et après, on prend notre modèle économique comme on va dire les bons modèles des boîtes qui fonctionnent, c'est des modèles de récurrence derrière en fonction de eux, leur chiffre de vente. En fait, qu'est-ce que ça nous permet de faire ça? Ça nous permet de rester une entreprise de recherche. On a 60% de notre masse salariale qui est pour de la R&D, des jeunes docteurs, on essaye de les garder après, des plus vieux chercheurs, etc., des développeurs info aussi qui aident beaucoup pour ces choses-là. Et donc, du coup, on a moins de force en sales et en marketing parce que forcément, c'est pas nous qui allons les distribuer aux labos, aux cliniques vétérinaires, aux centres d'imagerie, etc.
Et donc ça, c'est un exemple d'un contrat qui est public. Je vous ai mis celui-là parce qu'on a déjà le communiqué de presse. On a un partenariat avec une boîte qui s'appelle Big4Lab, qui date de 1 an et quelques, où en fait, on leur a détecté des épidémies à partir des antibiogrammes des patients. On a fait de la génération de données synthétiques dans des espaces réduits. C'est vraiment notre cœur de métier, mais à l'occasion, je pourrais faire un cours sur les grandes et les petites dimensions si vous voulez. Et en gros, on clusterise les bactéries en fonction des antibiogrammes et on prédit la génétique. Alors évidemment, c'est mieux d'avoir la vraie génétique, mais ça coûte cher et c'est pas disponible partout. Et quand il y a deux patients qui ont la même bactérie de résistance, qui sont par exemple en cardio et en néphro, on dit à l'hôpital, attention, il y a une infection qui est en train d'arriver chez toi, donc il faut isoler les patients. Et là, le modèle économique, il est relativement facile pour le coup, pour Big4Lab, parce que c'est pas nous qui vendons, parce que ça coûte très très cher de gérer les infections dans les hôpitaux. Alors ça, je vous l'ai quand même mis, mais le nom du client sera annoncé par un communiqué de presse la semaine prochaine. On a développé un autre logiciel qui sera distribué dans le monde entier à partir du mois de janvier, où à partir des données de l'hémogramme, donc la prise de sang, la numération, formule sanguine, on prédit la présence d'une septicémie. En France, il n'y en a pas tant que ça, des septicémies. Il y en a chez les cancéreux dans certaines maladies. Mais le marché de notre client est essentiellement en Asie, en Inde, etc. Il y en a beaucoup. Et donc, on a eu des bons scores de sensibilité, spécificité à partir vraiment de données de soins courantes, en tout cas qui étaient mieux que ceux du concurrent qui est déjà sur le marché. Et là, pour nous, c'est un business model qui est idéal parce qu'il va intégrer notre techno directement dans tous les automates de biologie médicale. Et on a 3DM en production, et ça, c'est pour nos actionnaires qui vont, eux, le distribuer aux patients. On en a un sur l'Alzheimer, je vais redétailler après. Et ensuite, on attaque la sclérose en plaques et la surdité de l'enfant et de l'adulte. Et sur l'Alzheimer, donc ce sera a priori le premier logiciel d'IA générative qui va prédire une modalité à partir d'une autre. On met une IRM cérébrale en entrée, et en sortie, on prédit les taux de protéines que vous auriez si vous faisiez une ponction dans le dos. Ça s'appelle une ponction lombaire. C'est le silver standard pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, le gold standard étant l'autopsie. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que dans la base d'apprentissage, on a appris pour chaque IRM, on avait la ponction lombaire associée dans la base d'apprentissage. On a fait tout un tas de méthodes de régression qui, à partir de 200 marqueurs en fait, de l'IRM cérébral, apprennent 3 valeurs de protéines. Et ce qui fait qu'un nouveau patient qui vient sans la ponction lombaire, on crée une ponction lombaire synthétique. On la place avec une stratégie qui s'appelle de double threshold à cet endroit-là. Si le patient il est là, on dit qu'il a certainement un Alzheimer et qu'il faut qu'il ait un centre de la mémoire. Si le patient il est là, on n'en sait rien. C'est la fameuse zone grise. Et s'il est là, il peut rester chez lui, il peut retourner voir son généraliste ou faire des mots croisés, mais en gros, il n'a pas besoin d'aller faire la vraie ponction lombaire et d'aller avoir ses anti-amyloïdes potentiellement. Donc, on dépose le dossier technique là à la fin de l'été et on espère pouvoir commencer à commercialiser, enfin, nos actionnaires commercialisent ça début 2026. Donc, en conclusion, c'est quand même des modèles économiques qui sont compliqués de faire de l'IA en santé. On a un bouquin qui s'appelle « Comment vendre un produit qui n'existe pas sur un marché qui n'existe pas ». Et c'est exactement ça, pour le coup. Le seul marché qui nous intéresse beaucoup moins, c'est celui de la productivité du médecin. Les grosses boîtes, elles vont faire de plus en plus de marquage de classe 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de médecins et de plus en plus de patients et on veut des logiciels d'IA qui sont autonomes. Mais nous, on n'a clairement pas les épaules pour aller marquer ça CE. Ça coûte beaucoup trop cher pour nous. Il y a beaucoup trop de risques. On espère pouvoir le faire dans le futur. Et la vraie place pour moi et mes confrères, quasiment tous les actionnaires sont médecins, c'est à quoi on va servir à moyen terme. Et encore, je ne parle pas des chirurgiens ou des gens qui font l'interventionnel, je parle des gens qui font du diagnostic comme moi, parce que y a quand même de plus en plus de logiciels d'IA qui ne sont plus entraînés par des médecins, mais qui sont des IA non supervisés, qui vont vraiment voir des choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on dit quand même souvent, c'est que les médecins qui restera, c'est ceux qui font le moins d'optimisation dans la chaîne de soins et le plus de personnalisation des soins. Donc en gros, je vais schématiser, mais les psychiatres sont plus protégés que les radiologues et les directeurs d'hosto. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud, c'était vraiment très intéressant. Je vois qu'on commence d'avoir quelques questions, donc je les lis, comme ça te permet de les lire également et peut-être de préparer. Donc la question c'est comment récupérez-vous les données cliniques et paracliniques pour entraîner vos modèles ? Alors, soit il y a des données qui sont open source avec tous les problèmes qu'il peut y avoir et le fait que les Américains ils sont en train de mettre des verrous de partout sur des lacs de données qui sont classiques, soit ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on les achète. Et là aussi, c'est un gros bordel parce qu'on est obligé de benchmarker tous les CHU et les cliniques en France et à l'étranger en fonction du phénotypage qu'on veut. Et on peut, il y a par exemple,
On achète 200 IRM cérébrales avec de la bio associée, on peut payer ça 30 000 euros comme 150 000 euros pour 2 CHU différents. Il n'y a aucune harmonisation de ça. Et un truc qui me rend dingue en tant que médecin, c'est le fait que les patients ne sont absolument pas au courant que les hostos nous vendent les données après en start-up, quoi. C'est encore un problème. Alors, quand on discute avec les gens de la DGOS, il y aura un lac de données européen en 2027, mais quand on discute avec les médecins qui s'en occupent, ils n'y croient pas. Une question connexe. Donc effectivement, il y a un meilleur diagnostic et peut-être une meilleure prise en charge des patients plus précise grâce à l'IA. Et donc ça permettra in fine de faire gagner de l'argent au système de santé. Et la question, c'est à quand le remboursement des offres basées sur l'IA des deux diagnostics par la sécurité sociale qui ouvrirait un nouveau modèle économique? Tout à fait, c'est vraiment l'idéal pour nous si on peut avoir ces choses-là. Le dossier de l'HAS, c'est quand même compliqué et long à monter, mais il y a eu un signal positif il y a 15 jours. En fait, il y a une première startup qui fait du diag, donc pas de la thérapie numérique, qui s'appelle VitaDX à Paris. C'est la lecture de l'âme à Napat, qui a eu enfin un remboursement de la Sécu. C'est une boîte qui existe quand même depuis assez longtemps, mais qui était honnêtement proche de la banqueroute. Ils avaient levé 10, 15 millions, etc., mais ils n'arrivaient pas à vendre leur truc parce qu'il fallait que ce soit remboursé et l'État français a décidé de le rembourser. Donc, je suis d'accord, et c'est vrai qu'il va falloir prouver. En fait, souvent, ce qu'ils nous demandent au niveau des autorités sanitaires, c'est des bénéfices plus médico-économiques que médico-stricts, ce qui s'entend du point de vue de leur côté, quoi. En attendant, peut-être que d'autres questions viennent dans le chat. Moi, il y avait une remarque ou plus une question. Donc effectivement, ce que tu as présenté s'applique beaucoup au diagnostic en santé. Tu as effleuré le côté intervention chirurgicale, etc., etc. Est-ce qu'il y a des spécificités liées à ces deux pans de pratique de la santé par rapport à l'IA? Est-ce qu'il Sur y la a la chire, régulation elle-même? Bah oui, sur la chire, ouais, typiquement. bah, alors sur les gestes assistés par ordinateur, etc., il y a tout un créneau. Alors c'est vrai que je ne connais pas très bien, donc je n'en ai pas parlé. Alors, je pense par exemple à Avatar Médical à Paris, qui fait des reconstructions 3D avec des plans opératoires, etc. Donc ça, c'est des choses. Il y a Twinsight ici aussi à Biopolis qui travaille un petit peu pour aider les chirurgiens de l'épaule, etc. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ont tous identifié l'Europe comme n'étant pas leur marché. Ils vont direct à la FDA. Et c'est vraiment très, très dommage pour nous, et à tel point que je crois que pour les deux boîtes que j'ai citées, ils n'ont pas posé de marquage SCE, ils ont posé direct la marquage FDA. Donc ça Et pose c'est lié au fait que le marquage FDA est plus simple à obtenir ou que le marché est plus gros aux US ouais, qu'en c'est que Europe? le marché est là-bas, quoi. C'est vraiment ça, le marché est là-bas. Et puis, autant nous, on pense que les patients ils peuvent payer pour des tests diagnostiques précoces, fiables, à un moment où ils ne sont pas encore trop symptomatiques, autant payer pour que le chirurgien fasse mieux son job, on a du mal à le croire, quoi. Oui, non, c'est une perspective intéressante. Et merci pour ça. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Existe-t-il déjà des IA DM de classe 4? Trois, bien. Classe 3, pardon, oui, j'ai mal lu. J'étais Ouais. perturbé par le IADM, en fait. Oui, oui, tout à fait. Je suis en train d'essayer de vous chercher le nom de la boîte. Oui, ben, il y en a un, mais c'est il y a un mois ou 2 mois. Si vous cherchez sur Internet, vous le trouverez assez vite. Je ne l'ai pas là tout de suite. C'est un diagnostic des mélanomes. Diagnostic autonome, pas besoin de signature médicale. Et on est vraiment quelque part, c'est presque du diagnostic de fracture. C'est-à-dire que, OK, ils ont dû faire des belles études par rapport à la NAPAT, mais on n'est pas sur une maladie chronique comme si c'était un mélanome métastatique. On est sur de l'anomalie cutanée, quoi. Merci. Peut-être dernière question, parce que je sais que tu as une contrainte forte à 13h30. Est-ce que les médecins vérifient les résultats des diagnostics de l'IA? Et si c'est le cas, comment? Oui, oui, tout à fait. Bah, comme quasiment tous les DM, c'est de l'aide diagnostic, donc de la classe 2. Ils ont même l'obligation de le faire. Alors malheureusement, j'ai des collègues qui ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que la VPN est super forte. En gros, bah, l'IA dit qu'il n'y avait rien, ils mettent leur signature sans regarder le truc. Mais normalement, ça reste sous responsabilité médicale. Et quoi que l'IA ait été intégrée l'IA a été intégrée, à partir du moment où ça a été intégré dans un compte rendu, s'il y a un patient qui porte plainte, bah, de toute façon, ce ne sera jamais la responsabilité de la boîte. C'est pour ça qu'ils marquent tous en classe 2, en fait. Donc, normalement, oui, ils ont l'obligation de le faire. Est-ce que l'IA peut aider à compenser les déserts médicaux? Ah bah, c'est Oui. clairement la perspective du gouvernement. En gros,
Leur rêve, c'est de remplacer les médecins par des paramédicaux avec des logiciels d'IA dans tous les domaines. Ça va de l'orthophonie à l'orthopsie, à la place des ophtalmos, en passant par les manips radio à la place des radiologues, parce qu'en fait, ils n'ont pas la main sur la démographie médicale. Donc c'est pour ça qu'ils mettent en dessous dans les boîtes en IA, que BPI font des appels à projets qu'on n'a pas toujours, mais bon, en tout cas, ils mettent des sous, c'est parce qu'ils ne voient pas d'autres solutions et ça leur paraît plus simple que de former des gens, etc. Et toi, en tant que médecin, c'est quelque chose, alors tu as le droit de pas répondre, hein, mais c'est quelque chose que tu supportes, tu y crois pas? De quoi? La stratégie du gouvernement? Ouais, Non, moi, justement sur ça. moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que les collègues sont toujours à l'hosto à côté. Puis en fait, ce qui me rend dingue, c'est que la stratégie du gouvernement a infusé quelque part jusqu'à l'hôpital où en gros, les DRCI, etc., y compris à Grenoble, elles voient les startups comme des poules aux œufs d'or et elles cherchent à récupérer des sous par tous les moyens de ce côté-là, quoi. Et donc, du coup, plutôt que de s'occuper des médecins, et puis, enfin, voilà, non, ça m'énerve. Voilà. Ok. Je ne veux pas dire être négatif, hein, parce qu'on essaie de construire une voie alternative, mais c'est ça. Non, mais c'est intéressant d'avoir des points de vue. C'est le but aussi de ces webinaires que de croiser des points de vue à la fois sociétaux, parfois politiques et techniques. Donc, écoute, merci beaucoup Arnaud. J'essaie de respecter ta contrainte de 13h30. Ouais, c'est super. Et puis, vraiment bien. Je pense qu'on diffusera ta présentation si tu nous en donnes la permission et également tes coordonnées si les gens veulent continuer d'échanger avec toi. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Lucas, si tu veux partager ta présentation et puis prendre la main. Très bien. Vous m'entendez? Vous voyez mon écran? Oui, on t'entend et on voit la présentation. Parfait. Ok, super, merci. Du coup, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Philippe. Je vais vous parler aujourd'hui de Neovision, ma société, qui a 10 ans d'expertise en intelligence artificielle basée sur Grenoble. Et je vais axer ma présentation ensuite sur un cas d'usage, un exemple d'une IA qu'on a développée récemment pour un client dans l'orthopédie. Donc très rapidement pour me présenter, je suis Lucas Naxa, je suis président cofondateur de Neovision. Avant ça, j'ai travaillé à l'INRIA dans un laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle. J'ai un diplôme d'ingénieur en mathématiques et en informatique que j'ai eu à l'ENSIMAG. Et je suis impliqué aussi dans BPI France en tant que consultant IA pour aider les entreprises, les PME à intégrer l'intelligence artificielle. Je suis impliqué dans pas mal de structures, notamment régionales. Je suis membre du conseil d'administration de Minalogic notamment. Je suis aussi administrateur de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et je donne des cours à l'UGA. Et je suis aussi membre du conseil de l'ENSIMAG pour les aider à mettre à jour la plaquette pédagogique. Voilà pour ma part. Neovision, on existe depuis 10 ans, depuis 2014. On est une société spécialisée en intelligence artificielle. On est une vingtaine de collaborateurs. On est très sensible aux questions sociétales, environnementales. Ce qui est important pour moi, c'est l'usage de l'intelligence artificielle, ce qu'on en fait concrètement. Comme l'IA, ça évolue très vite et que c'est un domaine de pointe, on fait une veille constante des dernières avancées dans le but d'apporter des technologies à l'état de l'art à nos clients. On est basé à Grenoble, donc c'est un épicentre de l'innovation en France. On a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de chercheurs, d'ingénieurs, avec un endroit avec beaucoup de synergie, on va dire, entre la recherche et l'industrie. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs audacieux et plein d'innovations qui apparaissent ici. Et aussi, on a la chance d'avoir des talents et beaucoup d'idées qui prennent leurs envols à Grenoble, avec notamment le MIAI, qui est l'Institut interdisciplinaire en IA, qui s'est créé sur nos terres et qui nous permet d'avoir pas mal de nouvelles recherches autour de l'IA. Concernant nos services, on a 3 gammes de services. Une première gamme autour de la formation et des conférences sur l'intelligence artificielle pour comprendre ce que c'est. Ouvrir les esprits d'un comité de direction, par exemple, autour de l'IA ou découvrir l'IA générative et le mettre en pratique concrètement. On a aussi des services de conseil pour aider nos clients à choisir les bonnes technologies, à identifier la bonne approche, faire une veille technologique ou faire des roadmaps stratégiques en IA. Et ensuite, on a une offre solution où on aide nos clients à développer des solutions de A à Z
des solutions IA, bien sûr. On a également des produits. Un premier produit, tu en parlais tout à l'heure, Arnaud, autour des agents, qui s'appelle Neorag, qui est un agent plugué sur vos données souverains, sécurisés dans votre système d'information avec lesquels vous pouvez discuter et interroger du coup vos données, votre base documentaire en langage naturel. Et on a un deuxième produit qui s'appelle Tadaviz, qui permet de visualiser des grands jeux de données et de les annoter en masse et de définir la qualité et la quantité de données nécessaires pour faire une IA, de trouver des biais, trouver des erreurs, trouver des anomalies dans les données, ce qui est le cœur, on va dire, d'une IA qui fonctionne bien, c'est-à-dire avoir des données de qualité. Voilà un peu sur qui est Novision. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur Novision? Sinon, j'enchaîne sur le cas d'usage que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est l'accélération de la planification préopératoire. Alors, le client, il s'appelle One Ortho Medical, donc il propose une solution logicielle de planification préopératoire pour aider les chirurgiens à choisir, positionner les implants qui sont souvent faits et réalisés sur mesure. Et on a développé du coup une solution d'IA qui permet d'accélérer cette phase de planification. Quelques chiffres clés sur lesquels je reviendrai pendant ma présentation. On a pu manipuler des données autour de plus d'1 millier d'os, avec plus de 6000 points anatomiques qui ont été annotés, je reviendrai dessus, pour une solution qui permet d'aller 200 fois plus vite aujourd'hui, utilisée par les médecins. Donc le besoin à la base, il est le suivant. On a un radiologue qui scanne le patient, un patient qui a un traumatisme, qui a besoin d'un implant. Le prothésiste ensuite analyse le CT scan 3D. Là où vous avez un petit exemple en haut à gauche d'un scan 3D typiquement je crois reconnaître, ça doit être un bout de hanche, ça. Pour identifier et positionner la prothèse. Donc c'est l'image que vous voyez au milieu. On essaie de positionner derrière une prothèse dans l'os, et ensuite le chirurgien valide et opère le patient pour positionner cette prothèse. Le problème lié à tout ça, c'est que ça prend beaucoup de temps de positionner, d'identifier correctement les points anatomiques qui permettent de caler la prothèse. Et donc le besoin, c'est de pouvoir automatiser finalement ce temps long de planification de l'opération. Le mode opératoire, aujourd'hui, il est le suivant. On a le scan, on fait ce qu'on appelle une reconstruction des os, c'est-à-dire concrètement un détourage en 3D de l'os. Ensuite, on vient détecter des points et des axes anatomiques. C'est ce que vous voyez sur l'image au milieu. On a certains points très précis qui sont nécessaires pour pouvoir positionner l'implant. On a aussi des axes et des plans qui sont calculés sur ces os-là. Ensuite, il y a des mesures de métriques cliniques qui sont réalisées pour caractériser la prothèse et le protocole opératoire qui sera réalisé pour enfin réussir à positionner, orienter la prothèse correctement. Et tout ce processus-là, tout ce mode opératoire du prothésiste, ça prend en moyenne entre 2 et 3 heures par cas patient. Et donc le but, là, aujourd'hui, le périmètre de l'intelligence artificielle, il est de pouvoir automatiser ce processus-là, parce que sans IA, sans automatisation, c'est un humain qui doit prendre le scan 3D, qui est un énorme document, très difficile à manipuler. C'est des CT scans 3D qui sont au format DICOM, si ça vous parle, qui sont une modélisation 3D finalement du patient. Et à partir de ce DICOM, ce que va faire l'IA, elle va, pour les différentes articulations, là on a travaillé sur les membres inférieurs, sur les hanches, le genou et la cheville, on vient en fait détourer ce qu'on appelle faire la reconstruction finalement anatomique de ces os-là, et on vient détecter les points anatomiques sur les 2 jambes qui ont été détectés.
Et donc là, vous voyez, sur l'exemple à gauche, c'est l'ensemble des données qui vont être en entrée de l'IA. Sur la droite, vous voyez un os plus précisément, et un écart entre la reconstruction 3D qui est réalisée et la vérité terrain. Et vous voyez aussi un point anatomique ici, vous voyez plusieurs points qui sont détectés. Et en pratique, c'est plusieurs dizaines de points qui sont nécessaires pour chaque os pour pouvoir correctement reconstruire, enfin pour pouvoir aider pardon, la pose de l'implant. Les challenges qui sont à relever sont assez importants dans un contexte médical assez contraint. La première contrainte, le premier challenge, c'est que les patients qui sont traités, ils sont malades en fait. S'ils viennent pour un implant de l'os, du genou, de la cheville, c'est pas qu'ils vont bien en fait, c'est que leurs os sont abîmés. Et donc, en face de nous, on a des os qui sont déformés, qui ont des pathologies. Et c'est un vrai challenge pour entraîner du coup une IA à être robuste, fiable, selon toutes les déformations qu'elle pourrait avoir. Le deuxième challenge, c'était l'aspect standardisation des documents, notamment des DICOM. C'est beaucoup utilisé en clinique, mais c'est un format qui est complexe, qui est non standard en fait. C'est un peu une coquille dans laquelle on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et donc là, ce qu'on a dû faire à Novision pour relever ce challenge, ça a été notamment développer des lecteurs un peu standardisés, des DICOM. Et donc on a maintenant un logiciel qui permet de parser tous les DICOM et d'automatiser finalement cette lecture de ce document. Ensuite, un des challenges également, c'est que les annotations pour la reconstruction et la détection sont imparfaites. Quand vous demandez à plusieurs experts d'annoter le même os, ils ne vont pas annoter exactement de la même manière. Ils ne vont pas forcément être d'accord non plus entre eux sur la manière d'annoter. Et donc, on a eu beaucoup de débats et on a dû animer des ateliers entre experts pour positionner correctement les points, pour voir en fait que même entre deux experts, il y avait une variabilité importante sur le positionnement des points. Et en fait, on se retrouve entre différents key opinion leaders qui n'ont pas le même avis sur comment il faut positionner les points anatomiques. Donc ça a été un des gros challenges très difficiles à relever dans ce projet-là, autant sur la reconstruction, segmentation d'un os, tout le monde est à peu près d'accord de qu'est-ce qui fait partie de l'os et qu'est-ce qui n'en est pas, à partir du CT scan, mais autant sur le positionnement des points anatomiques, là, il y a eu de vrais débats. Ensuite, un des gros challenges également, c'est que les performances attendues sont assez élevées en termes de taux d'erreur. On parlait de précision au millimètre près avec notre client. Et il faut déjà définir qu'est-ce que ça veut dire au millimètre près, parce qu'en fonction de où on se trouve sur l'os, un millimètre n'a pas forcément la même impact. Un millimètre d'erreur n'a pas forcément le même impact. Donc, c'était des choses pour lesquelles on a beaucoup débattu. Les métriques finalement attendues derrière ces performances élevées attendues. Et donc, pour pouvoir maîtriser et contrôler ces performances, on a mis en place en fait des métriques métiers, mais aussi des métriques techniques. C'est-à-dire que quand vous êtes sur l'IA, vous allez par exemple regarder à quel point les images se recouvrent entre la réalité terrain et la reconstruction de 3D de l'os, par exemple. Et sur les points anatomiques, est-ce que c'est la distance au point annoté par les experts qui comptent, ou est-ce que c'est l'erreur, ou est-ce qu'on va prendre en compte également l'erreur moyenne entre les différents experts? Voilà, il y a tout un débat en fait à avoir et tout un travail à faire sur, sur les métriques techniques et métiers à mettre en place et qui dépendent à chaque fois de l'os concerné et du point en question. Quelques chiffres clés maintenant que je vous partage sur la solution qu'on a pu développer. Elle a été entraînée sur 278 cas de pose de prothèse sur les 3 articulations, cheville, genou, hanche. On me pose tout le temps la question, Lucas, pour faire mon projet d'IA, combien j'ai besoin d'images, combien de cas patients j'ai besoin? Voilà, bon, là vous avez un ordre de grandeur, c'est pas des millions de cas dont on a besoin, c'est même moins que des milliers. Par contre, il faut que ça soit assez représentatif des exemples, notamment là ici, des pathologies qu'il faut traiter. En tout, ça représente plus d'un millier d'os différents. Et vous voyez là un ordre de grandeur, 6805 points qui ont été annotés par des experts.
Et selon l'articulation qui est opérée, l'algorithme il prédit de 8 à 27 os à peu près. Il va pouvoir analyser et détourer un nombre important d'os en fonction de où il se trouve. On a, selon les os, on a entre 3 et 43 points. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'une dizaine de points par os en moyenne, mais pour le plus élevé, c'est plus d'une quarantaine. Et ce qui est important au niveau des chiffres clés, c'est le temps de traitement d'un cas patient. Il est aujourd'hui de moins de 10 minutes. Je vous rappelle, je vous ai dit tout à l'heure, c'est entre 2 et 3 heures à la main, à la mano. Aujourd'hui, maintenant, on est 200 fois plus rapide grâce à cette solution qui reconstruit les os avec une erreur moyenne inférieure à 1 mm sur la reconstruction. Donc, pour rappel, c'est le détourage 3D. Et sur le positionnement des points, on a une erreur moyenne inférieure à 3 mm. Donc, quand il y a un point qui est un peu trop excentré, trop éloigné, quand l'erreur est trop importante, on est capable de le corriger manuellement. L'expert va pouvoir repositionner le point dans les cas extrêmes, mais du coup, ça réduit grandement en fait, le temps de préparation, de planification, où avant, l'expert devait positionner tous les points à la main. Et donc, la solution finalisée en image, vous la voyez devant vous ici. Donc ça, c'est le logiciel de la vue préopératoire, la partie planification, dans le logiciel One Ortho Medical de mon client. Donc là, c'est un joli valgus tibial avec cartilage non pris en compte en imagerie scanner. Et donc vous voyez sur la gauche l'os et sur la droite des plans, des coupes associées avec les segmentations qui sont réalisées et les différentes vues associées. Donc dans notre contribution dans cette collaboration, on en dénombre 4. La première, c'est que le chirurgien est autonome, il planifie en temps réel son opération, plutôt que d'attendre plusieurs jours que les données soient traitées en fait, par mon client. Et ça permet en fait grandement d'accélérer la phase de planification. Le service de planification est plus réactif, plus répétable également, et plus robuste grâce à l'IA. Les modes opératoires sont plus explicites aussi chez le prothésiste. Ça, c'est dû au fait qu'on ait pu fiabiliser la manière dont on définit les points anatomiques, notamment, grâce à cette collaboration. Et enfin, on a aussi eu une contribution scientifique, puisqu'on a fait une publication scientifique avec notre client dans une revue scientifique du domaine, sur le genou. Et on a pu du coup contribuer sur la qualité de la fonctionnalisation comparée entre chirurgien, opérateur et intelligence artificielle. On a eu les données sur les trois profils. Et donc j'arrive à ma conclusion. Le projet d'assistance aux chirurgiens, c'est des projets qui sont ambitieux, qui doivent répondre à des exigences de qualité des dispositifs médicaux. On a vu beaucoup de challenges dans ce projet qu'on a réussi à relever. La partie reconstruction osseuse, donc vraiment détourer les os, c'est un sujet qui est mature, qui est résolu par les modèles d'état de l'art, de segmentation 3D notamment. Donc c'était vraiment pas la partie la plus difficile. La partie la plus compliquée du projet, ça a vraiment été la détection des points anatomiques. Premièrement parce qu'elle n'est pas bien posée. Les chirurgiens ne sont pas encore d'accord entre eux en fait, sur quels sont les points où se positionnent précisément les points qui les intéressent. Et donc aujourd'hui, c'est encore un sujet qui est ouvert, c'est un sujet de recherche. Et il y a encore c'est encore un sujet qui va évoluer, je pense, dans le temps, qui va aussi évoluer en fonction des types d'opérations, des types de chirurgie, et qui va évoluer également avec les prothèses, parce qu'en fonction des prothèses, les points concernés ne seront pas les mêmes. Et enfin, on a des perspectives d'élargissement du projet, puisqu'on a de nouveaux cas de prothèses qui arrivent, et on a aussi des optimisations des performances et aussi des temps de traitement, puisque les IA sont déployés sur des serveurs, et on a encore des optimisations possibles pour faire aller les algorithmes plus vite, optimiser les flux de travail,
et faire en sorte que la solution aille encore plus vite et prenne moins de temps que les 10 minutes que je vous ai présentées aujourd'hui. Voilà sur les conclusions du projet. Merci beaucoup, Lucas. Il y a quelques questions. Alors, je ne suis pas sûr de les prendre dans l'ordre, mais bon, tant pis. Première chose, la première question, c'est une question de compréhension. La question, c'était, la personne n'a pas bien compris la notion de reconstruction Okay. et savoir si c'était une segmentation 3D. Oui, c'est exactement ça, c'est de la segmentation 3D. Donc en entrée, vous avez le scan. Est-ce que j'ai une image là? Voilà, vous avez le scan comme cela ici, en haut à droite. Et vous voyez, il y a du bruit, il y a des choses qui ne sont pas de l'os, il y a des éléments qui ne vous intéressent pas. Et le but, c'est de réussir vraiment à faire une reconstruction, une segmentation de l'os et de séparer l'os de ce qui n'est pas de l'os, et ça en 3D. Merci. Il y avait une autre question sur la méthode d'évaluer, comment tu as évalué les performances de l'outil par rapport à un expert humain. Ah, c'est une bonne question ça. En fait, on a défini la métrique qui nous intéressait. Donc typiquement, sur la reconstruction 3D, on va regarder l'intersection sur l'union, à quel point les choses à quel point en fait on se recoupe ou pas par rapport à ce que va faire une segmentation réalisée par un humain. Et donc là, on a une métrique technique qui est qui définit à quel point on s'éloigne en fait de cette reconstruction-là. Donc pour faire simple, on demande à un humain de segmenter à la main. On fait la segmentation par l'IA et on regarde les écarts entre les deux. Si je reprends l'image que j'avais tout à l'heure, là, je reprends la main sur la Tu présent. partages plus ton écran, ouais. Voilà, c'est Vous mieux. voyez ici, là, on voit que il y a des zones qui sont un peu plus claires. C'est la différence en fait entre la vérité terrain, donc ce qui a été segmenté par un humain, et la segmentation qui a été faite par une IA typiquement. Et sur les points anatomiques, bah, c'est différent. On va prendre les deux points et on va voir à quel point ils sont loin l'un de l'autre. Et c'est une distance simplement en fait. Et quand on dit qu'on a une erreur inférieure à 1 millimètre ou à 3 millimètres ou à X millimètres, c'est qu'en fait, par rapport à la vérité terrain a été validée, vérifiée par les experts, quand ils sont d'accord entre eux, on regarde à quel point on est loin ou pas de ce point-là. Merci. Une autre question concernant les données, savoir si tu avais enrichi les données d'entrée de l'IA avec des images de patients sains. Est-ce que tu disposais de ces données ou comment tu les as acquis peut-être? Et est-ce que cela donne de meilleurs résultats pour les malades en fait? Non, là, en l'occurrence, on est parti que de données réelles pathologiques à chaque fois. Ça aurait pu améliorer les performances, je pense, sur la partie segmentation. Si on avait eu un grand jeu de données sains segmentées, annotées, mais en l'occurrence, la segmentation, on a vite réussi à segmenter même avec des données pathologiques. Et effectivement, comme dans les conditions réelles d'utilisation du logiciel, c'est à chaque fois des données pathologiques qui seront observées par le logiciel, il vaut mieux entraîner directement sur des données représentatives des pathologies. Merci. Une autre question, est-ce que tu as testé ou est-ce que OneOrtho a testé la solution orthopédique en ostéodensitométrie? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas s'ils l'ont testé, donc je vous invite à leur poser la question directement. Merci. Je vois plus forcément de questions dans le chat. Alors, en attendant les prochaines, j'avais une question par rapport à l'entreprise que tu as accompagnée. Du coup, Oui. est-ce qu'ils ont internalisé le système d'IA ou est-ce qu'ils continuent à utiliser une entreprise de services numériques comme Neovision? On continue à travailler avec eux, notamment parce que les compétences nécessaires pour développer des IA de ce type-là sont assez importantes. Donc on continue à les accompagner. Ils ont des équipes en interne hein, de développement et des équipes d'IA également. Et donc pour faire évoluer la solution, on apporte du support en fait. On a un contrat de support pour les aider à mettre à jour l'IA. Je crois que ça rejoint peut-être la question qui vient d'être posée en parallèle sur le partage de la valeur. Je ne l'ai pas vu en entier.
Non, en fait, le partage de valeur, je pense que c'est plus le fait que le système d'IA rend le diagnostic, l'opération moins coûteuse parce qu'il y a peut-être moins d'intervention humaine ou c'est plus rapide, etc. Et je pense que la question, c'est de savoir à qui ça bénéficie. Est-ce qu'en gros, c'est le médecin qui continue de facturer la même chose en faisant moins, entre guillemets, ou en faisant plus efficace, ou est-ce que quelque part, ça réduit le coût pour la société? Je pense que ça réduit les erreurs sur des opérations complexes, comme l'épaule, par exemple. L'épaule, c'est ultra complexe. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont liées à la préparation de l'opération, je pense. Et il y a aussi du temps gagné, hein. Les chirurgiens, leur temps, il est précieux. On en parlait tout à l'heure et on n'a pas assez. On n'a pas assez de médecins. Donc tout le temps qu'on peut leur faire gagner, là, c'est 2 à 3 heures gagnées par cas patient. C'est du temps qu'ils peuvent allouer du coup à traiter les patients. À d'autres patients, ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Et donc pour finir sur la première réponse, la première question que tu m'avais demandé, c'est est-ce qu'ils ont continué à travailler avec une société comme Neovision? Oui, on apporte du support pour maintenir, faire évoluer les solutions. Et là, le client envisage de nouvelles IA à développer dans sa roadmap R&D, et on est en train de discuter pour continuer à travailler ensemble. Donc, généralement, nous, on vient sur des sujets vraiment complexes où nos clients sont en manque de compétences, n'ont pas forcément les connaissances de l'état de l'art. Et ensuite, ils viennent intégrer ce qu'on a développé. Donc, on a un modèle un peu différent de géodésique, si j'ai bien compris, qui a des fees derrière sur l'utilisation de l'IA. Nous, c'est pas le cas. Là, la solution, elle appartient à notre client et il fait appel à nous pour la développer. Et ensuite, nous, on peut potentiellement, éventuellement la maintenir s'il n'a pas les compétences pour le faire. Mais on n'a pas de royalties ou de fees sur l'utilisation derrière de la technologie. Merci. Une autre question intéressante, c'est la durée type d'un projet comme ça. Est-ce qu'on est en mois, en années, en jours? On peut rêver. Vous voulez le planning initial ou le planning final? Parce que Non, je pense que Nathalie essaiera de préciser si je suis à côté, mais je pense que l'intention, c'est de mesurer la complexité d'un ouais, projet comme ça. Est-ce que vraiment c'est une montagne à gravir ou est-ce que c'est accessible? Je pense que c'est comme ça qu'il faut ouais, l'interpréter. c'est pas facile, hein. Déjà, nous, c'était le planning initial, il se comptait en mois. On pensait finir en une année à peu près, et finalement, ça nous a pris 2 ans pour faire ce projet parce que tous les challenges que je vous ai présentés, et notamment sur l'annotation, où les experts n'étaient pas d'accord entre eux, on a mis longtemps avant de définir la vraie métrique qui était importante pour eux. Même eux avaient pas trop les idées claires, donc on a dû accompagner notre client sur clarifier comment on évalue que ça marche bien. Et aussi, il y avait un enjeu autour de la quantité de données aussi, qui n'était pas suffisante au début. Et donc, en fait, ça a été ouais, ça a été difficile. On a travaillé dur, mais en fait, on a beaucoup collaboré. Mon client est monté en maturité, a mieux compris les enjeux autour de l'IA, à quel point ça apprenait pas tout seul et qu'en fait, tout l'enjeu était sur la qualité des données et avoir des choses très précises et pas avoir d'erreurs dans les données. Donc ça, c'est des choses qu'il a appris Je pense que c'est un point intéressant. Je pense que ça vaut le coup qu'on s'arrête. C'est Oui, à t'entendre, c'est pas forcément une problématique technique qui vous a fait perdre du temps, mais c'est plus effectivement les données et se mettre d'accord sur l'expertise humaine ou ce qu'il oui, fallait tirer de ces données. oui, Et je pense que c'est complètement. intéressant parce que intuitivement, on se dirait que c'est hyper complexe, voilà, alors qu'en fait, non. Enfin, c'est complexe, hein, je minimise pas, mais le problème, c'est dispo des données et quelque part, véracité de ces données. Ouais, alors c'est peut-être aussi qu'on est expert en IA et donc pour nous, ça n'a pas été un challenge de trouver les bonnes méthodes dans l'état de l'art et qu'on est capable de lire les papiers et Hmm. d'implémenter des papiers de recherche, mais parce qu'on est expert en IA, ça aurait été un challenge pour mon client s'il avait été tout seul pour le faire avec ses équipes qui n'ont pas le même niveau d'expertise que nous. Mais effectivement, le gros challenge du projet, ça a été la data. Annoter les données, intégrer l'expertise métier dedans, faire en sorte qu'ils soient d'accord entre eux et savoir qu'est-ce qu'on mesure concrètement. Et le corollaire, c'est quelque chose qui est propre à la santé ou tu le vois dans d'autres projets, sur d'autres filières, le côté données?
tous les projets où il y a besoin d'une forte expertise pour qualifier la donnée ont le même challenge. On le même Mais problème. dans le médical, c'est très prégnant parce que on est en train de digitaliser l'expertise d'un expert qui n'a pas forcément formalisé le process de son expertise. Et donc, typiquement, mettre les points anatomiques, c'est écrit nulle part, en fait, comment on fait. Les gens le font et il n'y a pas de documentation claire sur ça, ou du moins, s'il y en a, elle n'est pas forcément formalisée de la forme dont on a besoin pour créer une IA, quoi. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans les quelques minutes qui nous restent. Je ne crois pas, j'en vois pas arriver. Ok, il me reste bien à vous remercier, à remercier nos deux intervenants, même si Arnaud a dû nous quitter un peu plus rapidement. Juste, on se donne rendez-vous à peu près alors pas dans un mois, mais à la rentrée. De mémoire, je crois qu'on parlera de IA et énergie et bâtiment. Donc, rendez-vous. Alors, j'ai plus la date en tête, j'en suis désolé. Mais vous retrouverez ça sur notre site web. La session a été également enregistrée, donc vous retrouverez en replay sur les chaînes YouTube de Minalogic et de MIAI également. Et je vous souhaite un bel été en attendant. Merci à tous. Merci Au Philippe. revoir. Au revoir.